Bonjour. Comme vous devez sûrement le savoir, les êtres vivants pluricellulaires dont nous faisons partie sont constitués d'un très grand nombre de cellules. Donc chez l'homme, ça doit être de l'ordre du millier de milliards de cellules humaines. Donc ça fait quand même beaucoup. Or, à la base, on n'était constitué que d'une cellule œuf au moment de la fécondation. Donc comment on passe d'une seule cellule à des milliers de milliards de cellules? Eh bien par des processus de multiplication cellulaire. C'est-à-dire que les cellules vont être capables de se multiplier pour obtenir comme ça de grands nombres de cellules. Et pour avoir de la multiplication cellulaire, il faut ce qu'on appelle des processus de division cellulaire. C'est-à-dire qu'une cellule mère est capable de se diviser en deux cellules filles. Donc en fait, il existe dans le vivant deux grands types de division cellulaire, que l'on va détailler au cours de cette vidéo. On a la mitose, qui va permettre de multiplier les cellules tout en conservant leur patrimoine génétique. Et on a également la méiose, qui, elle, va permettre la constitution de ce qu'on appelle les gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices. Donc en l'occurrence, il s'agit des spermatozoïdes chez l'homme et des ovules chez la femme. Donc en fait, ces deux grands processus de division cellulaire présentent des similitudes, mais sont également différents sur certains points, et donc c'est eux que l'on va tâcher d'étudier au cours de cette vidéo. Alors c'est parti. Dans notre corps, la majorité des cellules, qui sont des cellules différenciées, ne se divisent plus. Mais il reste encore des populations cellulaires capables de se multiplier afin de compenser les pertes. Donc il s'agit des cellules souches. Ces cellules, en division, passent par une série d'étapes qui se répètent dans le temps. On appelle ça le cycle cellulaire. Dans un cycle cellulaire, on a en gros deux grandes étapes. La mitose, durant laquelle la cellule se divise en deux, et l'interphase, qui est l'intervalle de temps entre deux mitoses. Et pendant ce cycle cellulaire, on peut observer des changements dans la façon dont le patrimoine génétique se présente. Alors déjà, procédons à quelques rappels de génétique. En principe, vous savez que dans le noyau de chaque cellule, il y a un patrimoine génétique, qui contient toutes les informations nécessaires à son fonctionnement. Cette information génétique est portée par une molécule particulière, qui est la molécule d'ADN. La molécule d'ADN, schématiquement, ça donne ça. Elle est constituée de deux chaînes de nucléotides enroulées en double hélice. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails dans cette vidéo, car c'est pas vraiment le sujet. Mais il faut savoir que l'ADN est en réalité associé à des protéines. Donc en fait, l'ensemble de l'ADN et des protéines associées, c'est ce qu'on appelle la chromatine. Les protéines de la chromatine, c'est elles qui vont permettre de compacter l'ADN. Non, parce que il faut bien être conscient que l'ensemble des molécules d'ADN d'une cellule humaine, ça fait à peu près 2 mètres de long. Donc en gros, ces protéines permettent de faire entrer tout cet ADN dans le noyau, sans qu'il y ait trop de nœuds. Mais attention, parce que cette compaction va varier au cours du cycle cellulaire. Pendant l'interphase, on dit que la chromatine est décondensée. La compaction est présente, mais est relativement limitée. Du coup, pendant l'interphase, la chromatine se présente comme une sorte de pelote de filaments fins qui emplissent tout le noyau. Mais lorsque vient la mitose, cette compaction va s'intensifier et la chromatine va alors se condenser en structures qui deviennent visibles au microscope, les chromosomes. Du coup, en interphase, le noyau des cellules ressemble à ça en gros. On ne voit pas grand-chose de net là-dedans, parce que l'ADN est décondensé et remplit tout le noyau. Alors que pendant la mitose, les chromosomes sont bien visibles. Là, ce sont les espèces de petits boudins qu'on voit ici. Du coup, dans une coupe de tissu, les cellules en mitose sont en fait assez faciles à repérer. Il s'agit tout simplement des cellules où les chromosomes sont visibles. Mais ce n'est pas tout, car outre les différences de compaction, on a aussi des variations dans la quantité d'ADN portée par la cellule. En fait, en début de mitose, les chromosomes y ressemblent à ça, alors qu'en fin de mitose, c'est plutôt ça. Donc on voit bien que les chromosomes en début de mitose sont en fait 2 fois plus gros qu'en fin de mitose, et possèdent 2 bras, qu'on appelle des chromatides. Et ces 2 bras sont reliés entre eux par ce qu'on appelle le centromère. On qualifie ces chromosomes-là de chromosomes bichromatidiens, car ils possèdent 2 chromatides chacun, alors que ceux-ci sont appelés chromosomes monochromatidiens. Du coup, il faut bien comprendre qu'au cours de la mitose, les 2 chromatides des chromosomes bichromatidiens se séparent, ce qui permet de conserver le nombre de chromosomes chez les 2 cellules filles. Mais avant qu'il y ait une autre division derrière, il va falloir régénérer des chromosomes bichromatidiens pendant l'interphase. En fait, donc, cette interphase, elle va se séparer en 3 phases. Pendant la phase G1, qui suit immédiatement la mitose, les chromosomes sont donc monochromatidiens, parce qu'ils viennent de se séparer en 2. Mais ces chromosomes vont ensuite se répliquer au cours de ce qu'on appelle la phase S, pour donner à nouveau des chromosomes bichromatidiens. Et donc à ce moment-là, en cours de la phase S, la quantité d'ADN va doubler.
Et enfin, l'interphase va se finir par une phase G2, durant laquelle les chromosomes restent bichromatidiens. Et ensuite, donc la mitose va séparer les chromatides, et ainsi de suite. Grâce à la phase S, et donc à la présence de chromosomes bichromatidiens en début de mitose, on a donc bien une conservation du nombre de chromosomes et de l'information génétique au cours du cycle cellulaire. Et ce, quel que soit le nombre de mitoses qu'on réalise. Alors concernant la phase S et la réplication de l'ADN, je détaillerai le processus dans une prochaine vidéo. Mais étudions maintenant plus en détail ce qui se passe au cours de cette mitose. La mitose se déroule en plusieurs phases, qui vont permettre à terme la séparation des chromatides et la formation de 2 cellules filles à partir d'une cellule mère. Voyons un peu quelles sont ces étapes. Alors la première étape, c'est ce qu'on appelle la prophase. C'est au cours de cette phase que les chromosomes se condensent, et donc deviennent visibles, et parallèlement à ceci, on a l'enveloppe nucléaire, donc la membrane qui entoure le noyau, qui disparaît. Puis, au cours de la métaphase, les chromosomes vont alors s'aligner sur un plan situé au centre de la cellule, donc que l'on appelle plan équatorial de la cellule. L'ensemble des chromosomes ainsi situés sur ce plan est appelé plaque équatoriale. C'est aussi au cours de cette étape, donc la métaphase, que le fuseau mitotique se met en place. Alors le fuseau, c'est quoi ce bazar ? Eh bien en fait, il s'agit de protéines fibreuses qui vont s'organiser autour de 2 structures protéiques qui sont situées au niveau des 2 pôles de la cellule, et donc ces fibres vont alors se fixer sur les centromères des chromosomes, et c'est elles qui vont permettre la migration. Donc la migration des chromatides au cours de la mitose. Ensuite vient l'anaphase. Donc c'est au cours de cette étape que sous l'action de justement ce fameux fuseau de division, les 2 chromatides de chaque chromosome vont se séparer, donc après la rupture du centromère qui les reliait, et à ce moment-là, les 2 chromatides qui sont ainsi séparés vont ensuite migrer vers les 2 pôles opposés de la cellule. Et enfin, la dernière étape, c'est la télophase, durant laquelle les chromosomes se décondensent. Donc en fait, la cellule se sépare en 2, et les 2 enveloppes nucléaires vont se reformer autour du matériel génétique. À l'issue de ces 4 étapes, donc prophase, métaphase, anaphase, télophase, on a bien obtenu 2 cellules filles qui contiennent le même nombre de chromosomes que la cellule mère initiale. On a bien eu conservation de l'information génétique. Mais ce processus de mitose n'est pas la seule division cellulaire que l'on peut rencontrer dans notre organisme. En effet, dans nos gonades, il existe un autre processus impliquant des divisions cellulaires, mais qui permet cette fois de créer les gamètes. Les gamètes, c'est quoi ? Ce sont en fait les spermatozoïdes chez les hommes et les ovules chez la femme. Donc il s'agit des cellules reproductrices. Ce processus, c'est la méiose. Alors, attention quand même, la méiose, ce n'est pas une seule division cellulaire. En fait, la méiose, c'est un ensemble de 2 divisions, donc qui vont permettre de produire 4 gamètes. Pour la mitose, on a vu que le matériel génétique, et donc le nombre de chromosomes, était conservé lors de la division. Eh bien, pour la méiose, ce ne sera pas le cas. En effet, si on regarde le karyotype des gamètes, donc des spermatozoïdes ou des ovules, on se rend compte que, en fait, il y en a que la moitié des chromosomes. Donc par rapport à une cellule somatique normale, on a la moitié des chromosomes. Dans nos cellules somatiques, là, les chromosomes vont par paire, donc on a 2n égale 46 chromosomes, donc on dit 2n parce que les chromosomes sont par paire, et donc dans ces cas-là, on parle de cellules diploïdes, toujours parce que les cellules vont par paire. Mais là, chez les gamètes, on n'a plus qu'un seul chromosome par paire, donc n égale 23 chromosomes. Et dans ce cas, on dit que les cellules sont haploïdes. Donc les gamètes, oui, elles sont haploïdes, parce qu'elles n'ont que la moitié des chromosomes. Donc on comprend bien que c'est la méiose qui va permettre de diminuer ce nombre de chromosomes, et donc qui va permettre de passer de la phase diploïde à la phase haploïde. Alors voyons voir comment ça fonctionne. Le début de la première division de méiose, c'est à peu près comme le début de la mitose. C'est-à-dire que les chromosomes vont se condenser, et l'enveloppe nucléaire va disparaître. C'est la prophase. Mais il y a une grosse différence par rapport à la mitose. Les chromosomes sont rangés par paire. Donc on dit qu'ils sont appareillés. Ensuite vient la métaphase. Les chromosomes s'alignent sur le plan équatorial de la cellule, toujours rangés par paire, et le fuseau de division se met en place. Mais la grosse différence par rapport à la mitose, c'est lors de l'anaphase. Rappelez-vous, pendant l'anaphase de mitose, chaque chromosome bichromatidien se sépare en 2 chromosomes monochromatidiens. Alors que là, ce sont les paires de chromosomes qui se séparent. Donc pour chaque paire, un des 2 chromosomes va partir d'un côté, tandis que l'autre partira vers le pôle opposé. Ainsi, quand vient la télophase et que la cellule se sépare en 2,
on a divisé par 2 la quantité de chromosomes par cellule. Donc cette première division de méiose a ainsi permis de passer d'une cellule mère diploïde, donc à 2 N chromosomes, donc à 2 N chromosomes bichromatidiens, à 2 cellules filles haploïdes, à N chromosomes, qui sont toujours bichromatidiens. Et cette première division va être suivie par une deuxième division de méiose, qui fonctionne cette fois-ci un petit peu comme une mitose. À savoir, donc en prophase, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à la fin de la première division, mais en métaphase, donc les chromosomes s'alignent sur le plan équatorial. En anaphase de deuxième division, les 2 chromatides de chaque chromosome se séparent, donc par rupture du centromère, comme dans la mitose, puis vont migrer aux 2 pôles opposés de la cellule. Et enfin, on a la télophase, chaque cellule se divise en 2, et la chromatine se décondense. Du coup, au cours de la deuxième division, on va bien passer de 2 cellules à N chromosomes bichromatidiens, à 4 cellules à N chromosomes monochromatidiens, cette fois. En bilan, la méiose permet, en 2 divisions, de passer d'une cellule diploïde à 2 N chromosomes bichromatidiens, à 4 gamètes haploïdes à N chromosomes monochromatidiens. Et donc au passage, ensuite, c'est la fécondation entre le gamète mâle et le gamète femelle qui permettra de rétablir la diploïdie et donc de créer la cellule œuf qui donnera un nouvel individu, donc avec tous ses chromosomes. Voilà, on a vu au cours de cette vidéo que on avait 2 grands types de division cellulaire, donc la mitose, qui permettait de multiplier les cellules en conservant le patrimoine génétique, et donc qui permettait aux organismes pluricellulaires de se constituer, et également de renouveler leurs cellules. Donc en l'occurrence, la mitose, elle permet de conserver le patrimoine génétique grâce à des processus de réplication de l'ADN au cours de ce qu'on appelle la phase S de l'interphase. Et donc grâce à ça, on obtient des chromosomes bichromatidiens, donc à 2 bras chacun, et ces chromosomes bichromatidiens, sont capables ensuite de se diviser au cours de la mitose, afin donc de se répartir équitablement dans les cellules filles. Ainsi, comme ça, il y a bien le même nombre de chromosomes chez les cellules filles que ce qu'il y avait dans la cellule mère. Le deuxième processus que l'on a vu donc aujourd'hui, c'est la méiose, donc qui permet la constitution des gamètes. Et donc la méiose, en fait, c'est un ensemble de 2 divisions, et dans le cadre de la méiose, on va avoir une diminution par 2 de la quantité de chromosomes par cellule. Parce que les gamètes, en fait, sont haploïdes et donc ont 2 fois moins de chromosomes que les cellules classiques, somatiques. Comment ça se passe? Eh bien, c'est en fait pendant la première division de méiose, où les paires de chromosomes, cette fois, vont se séparer, ce qui va permettre d'obtenir dans chaque cellule fille 2 fois moins de chromosomes que ce qu'on avait au départ. Voilà, et donc le but c'est quoi? C'est de créer des gamètes qui sont haploïdes et qui donc ensuite, par fécondation, une fois que un gamète mâle rencontre un gamète femelle, on va pouvoir reconstituer comme ça une cellule œuf qui contient bien l'ensemble de tous les chromosomes. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.